Bienvenue dans Sous Compromis, le podcast où l'on parle immobilier sans détour. Ici, nous partageons avec vous des parcours d'investisseurs, leurs réussites, leurs erreurs et les compromis qu'ils ont dû faire pour atteindre leurs objectifs. Que vous soyez déjà dans l'immobilier ou vous envisagiez de franchir le pas, nous sommes là pour vous guider, vous inspirer et surtout pour démystifier l'investissement immobilier. Alors prêt à passer sous compromis avec nous? Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous Compromis. Aujourd'hui, je suis avec Vincent et on va aborder un sujet qui revient souvent quand on parle d'investissement immobilier. Est-ce qu'il faut investir dans le neuf ou dans l'ancien? Je sais très bien qu'on n'a pas investi dans du neuf, on est plutôt orienté vers l'ancien. Est-ce que tu peux me donner, selon toi, enfin, plutôt ton avis sur l'investissement immobilier dans le neuf et dans l'ancien? Pourquoi est-ce que tu préconiserais l'un, pas l'autre? Alors déjà, je pense qu'il y a une question d'objectif. Moi, je le répète assez souvent, même avec nos clients, c'est qu'on débute un investissement immobilier, il faut déjà avoir établi une stratégie. Et dans cette stratégie, il y a forcément des objectifs qu'on se fixe. Donc, généralement, on cherche un bien, un emplacement et un mode de location par rapport à cet objectif-là aussi. Et à mon sens, à partir du moment où on a un objectif de rentabilité et notamment aussi de plus-value, on peut difficilement s'orienter, à mon sens, dans l'immobilier neuf, sachant que euh, on va être sur des prix d'acquisition qui vont être quand même assez élevés, en tout cas plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans les mêmes secteurs sur de l'immobilier ancien, ce qui va forcément tout de suite impacter dans toute façon, de toute façon la plus-value et même la rentabilité, puisque forcément, plus on va avoir un prix d'acquisition qui va être élevé. Alors certes, on n'a pas de travaux à réaliser après, mais on va avoir généralement un budget global qui va être déjà supérieur, qui va être potentiellement bah, un frein à avoir une rentabilité plus importante, puisque il va y avoir un sacré décalage, en tout cas, entre la valeur locative et ce budget d'acquisition globale. La deuxième raison, à mon sens, ça va être aussi que justement l'emplacement ne va pas être forcément le plus intéressant. Pour avoir vu plusieurs programmes, pour s'intéresser quand même à ce type de bien, on sait que les terrains, généralement, on ne les retrouve pas en plein centre-ville. Donc, souvent, on est plutôt dans des éco-quartiers, comme on appelle, qui sont situés aux abords des centres-villes, aux abords même de la ville. Et dans ce cas-là, on ne va pas avoir déjà la même cible de locataires. Et en plus de ça, on ne va pas avoir non plus tous ces commerces de proximité, ces réseaux de transport, la proximité notamment avec les écoles, etc. Et à notre sens, la demande locative en est forcément. Est-ce que toi, tu veux peut-être apporter un complément d'information, en tout cas sur ce sujet? Est-ce que tu as un point de vue aussi peut-être différent du mien ou en complément, tu voudrais ajouter? Je te rejoins sur la plupart de tes arguments et j'aime bien à chaque fois faire le parallèle entre l'immobilier et le marché de l'automobile. Donc typiquement, pour moi, un bien neuf, c'est comme une voiture neuve. Lorsqu'on l'achète, elle a un prix qui est assez haut, donc même le plus haut du marché, parce que évidemment, ce bien-là est neuf, que ce soit une voiture ou un appartement par exemple. Et forcément, dans le temps, on va perdre de la valeur, parce que le bien va s'user, etc., parce que la propriété va vieillir, parce que le quartier va changer également. Donc pour moi, on perd forcément de l'argent, on va dire à moyen terme, entre 0 et 5 à 8 ans, parce qu'on a forcément acheté au plus haut du marché et on baisse avec le temps. C'est Et pareil, hein. C'est pareil quand on achète une voiture neuve, elle est en très bon état, mais avec le temps, on a pris des coups de portière, on s'est fait rayer une autre voiture, donc évidemment, elle perd de l'argent. Après, il y a toujours des exceptions, typiquement des voitures anciennes, de certaines marques, qui prennent énormément de valeur avec le temps, on le voit aujourd'hui, et c'est pareil avec l'immobilier. certes, certaines régions connaissent des baisses en ce moment des prix de l'immobilier, mais quand on reporte les chiffres à, disons, 20 ans, on voit quand même que sur la plupart des régions, on a des augmentations entre 20 et 40%,
qui est quand même assez important et c'est sûr qu'on n'aura pas cette même augmentation sur le neuf. Je suis d'accord. Par contre, enfin, je suis d'accord sur ce point de vue-là par rapport à l'ancien qui prend de la valeur, mais typiquement, tu achètes un bien aujourd'hui, admettons qu'il soit plutôt bien placé, pas trop excentré du centre-ville, de l'hypercentre, euh, dans le neuf, est-ce que tu peux espérer 20 ans plus tard le vendre plus cher que le prix auquel tu l'as acheté? Quel est ton avis sur le sujet? À mon sens, non. Sur le neuf, en fait, si tu le vends plus cher, la marge que tu vas avoir entre ton prix d'acquisition et ton prix de revente va être quand même assez faible et généralement pas assez important, en tout cas pour créer une belle plus-value qu'on peut attendre sur la revente. Ah, ok. Oui, parce qu'effectivement, quand on a un bien ancien, qu'on l'achète, qu'on le rénove, tout de suite il prend de la valeur. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Et en plus je pense que l'emplacement dans lequel va se situer ce bien ancien va être généralement plus recherché, que ce soit de toute façon en termes de locataires ou d'acquéreurs. À mon sens, il y aura toujours plus d'acquéreurs sur des biens de centre-ville, d'hypercentre ou encore à proximité immédiate que des biens qui vont se situer voilà, à plusieurs kilomètres de cet hypercentre et qui va potentiellement être moins intéressant, en fait, intéresser moins de personnes en tout cas. Ok, et du coup, ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu conseillerais typiquement à un investisseur, admettons qu'ils ne veulent pas du neuf mais de l'ancien, est-ce que tu lui conseillerais plutôt d'investir ou d'acheter un bien dans le centre-ville, dans l'hypercentre, euh, plus loin de ces zones-là, ou dans En, un quartier en développement? Je ne sais pas quel est ton avis sur le sujet. en fait, tout va dépendre de l'objectif de l'investisseur. À partir du moment où il y a une recherche principale de plus-value, et que c'est vraiment l'objectif recherché, c'est de placer son argent dans la pierre, de miser sur l'avenir et l'augmentation des prix de l'immobilier dans le temps, à ce moment-là, il convient quand même d'aller rechercher quand même des quartiers euh, pas hyper recherchés, comme les centres-villes, les abords de ce centre, enfin, tout ce qui va être quand même très attractif, que ce soit en termes de recherche en fait, peu importe que ce soit de la recherche pour le locataire ou pour de l'acquéreur, puisque dans ce cas-là, qu'on vise quelqu'un qui va acheter ce bien-là pour une résidence principale ou qu'on vise quelqu'un qui va l'acheter pour le remettre en location, il va de toute façon chercher cette demande pour pouvoir se positionner dessus à des prix aussi plus élevés que ce qu'on pourra trouver dans des écoquartiers ou dans les quartiers en développement de la ville. Ouais, mais du coup, ça veut dire que si tu investis par exemple dans un quartier qui est un peu plus excentré, admettons, si on prend la ville de Dijon, s'il y en a qui connaissent, on connaît effectivement l'hypercentre, le centre-ville. On a des quartiers qui sont un peu plus loin, où le tram passe. Je pense par exemple au quartier Bourroche, où ça peut être justement intéressant d'acheter pour avoir une plus-value sur le long terme. Je pense que l'objectif premier quand on investit dans des quartiers en développement ou en tout cas dans des quartiers, on va dire, un peu plus éloignés de centre-ville, ça va être plutôt la recherche de rendement et potentiellement de cash flow. À mon sens, quand on prend plus de risques à s'éloigner des quartiers, on va dire, les plus recherchés en tout cas, en termes de location, forcément, on va avoir des prix d'acquisition qui vont être moins élevés. On va avoir des loyers qui vont aussi être moins élevés que par exemple ce qu'on peut avoir dans le centre-ville. Et ce qu'on va chercher justement, c'est peut-être acheter des biens où on va plutôt miser sur cette balance entre le prix d'acquisition finalement et un loyer qui va être quand même assez élevé, par exemple, comme à Bourroche, on a une différence quand même entre les loyers pratiqués dans le centre-ville et les loyers pratiqués dans ce quartier. Mais en tout cas, la balance faite entre le prix d'acquisition et le montant des loyers
va créer en fait un rendement assez intéressant et je pense que dans ce cas-là, on ne sera pas forcément sur une recherche de plus-value. Heu, Au mieux, on le vendra, avec, soit, un prix équivalent, en tout cas avec, la réalisation des travaux qu'on aura fait et cetera, soit, avec une petite plus-value, mais à mon sens, c'est pas du tout. OK, donc en fait, tout dépend, de la stratégie de l'investisseur et de ses objectifs. Oui, clairement, ouais. Bah, après, je pense aussi que, et là, pour refaire le parallèle entre l'ancien et le neuf, déjà quand on investit, dans l'immobilier ancien, on a quand même toujours cette recherche de création de valeur, puisqu'on va aller chercher, bah, des biens, finalement, qu'on va, rénover par la suite, puis, potentiellement meubler si on se tourne sur de la location meublée. Mais en tout cas, on va essayer d'aller chercher, des prix, d'acquisition aussi moins élevés sur des biens, qui vont être, bah, dans leur jus, qui vont nécessiter peut-être, un réagencement des pièces, qui va nécessiter, potentiellement, bah, et encore plus aujourd'hui, des travaux énergétiques Mmh. avec, bah, l'isolation, des murs, le changement, potentiellement des fenêtres, même si ça, c'est vraiment des travaux qui vont être lourds et qui vont nécessiter en plus des demandes particulières. Mais je pense qu'on a d'autant plus cette recherche de création de valeur dans l'immobilier ancien, qui à mon sens, on ne peut pas l'avoir dans l'immobilier neuf, puisque de toute façon, on achète quelque chose qui va être parfaitement rénové, qui va avoir, je l'espère, une classe énergétique assez, assez élevée entre le A et le C pour justement répondre aux nouvelles normes. Et dans ce cas-là, forcément, on n'a pas de création de valeur, en tout cas dans le temps. On peut que avoir Mmh. justement une baisse de cette valeur, puisqu'on va bah, user le bien au fur et à mesure. Est-ce que tu penses que c'est du coup plus intéressant de d'acheter un bien ancien avec une classe énergétique, heu, mauvaise et de le rénover? Moi, je pense que on peut vraiment tirer parti de ces nouvelles réglementations. Elles sont vraiment impactantes, en tout cas sur le marché, que ce soit sur le marché de la vente ou de la location. Puisque aujourd'hui, c'est sûr qu'avec soit le gel des loyers, soit bah, une baisse, en tout cas significative des prix de l'immobilier, sur notamment tout ce qui va être bien immobilier classé F et G aujourd'hui, je pense que malgré cet impact et le fait qu'on a vu beaucoup de particuliers vendre leurs biens immobiliers, il y en a beaucoup qui ont été aussi longtemps dans une incompréhension de ces nouvelles réglementations et qui du coup se sont précipités, soit en vendant, soit en essayant de relouer, mais ils ne savaient pas trop dans quelles conditions le faire. Nous, en tout cas, ce qu'on fait et ce qu'on recommande, c'est que justement, il faut tirer parti de ces réglementations. Aujourd'hui, on le sait, les chiffres le prouvent et on a vraiment ben, un impact de ces classes F et G sur le prix de l'acquisition. Donc nous, à notre sens, on a tout intérêt à aller chercher ben, encore plus la négociation de ces biens immobiliers, d'aller aussi confronter le vendeur en bah, lui disant que de toute façon, enfin, ça va être plus long pour lui de toute façon de vendre ce type de bien, que ça va être plus dur, qu'il y aura moins d'acquéreurs qui vont aller chercher aussi à acheter ce type de bien. Donc nous, en tout cas, on préconise et on préconise aussi nos clients d'aller plutôt bah, se positionner sur ce type de bien en allant bah, chercher une négociation peut-être plus importante que ce qu'on pourrait avoir dans d'autres, pour d'autres biens et aller chercher des prix d'acquisition et des prix au mètre carré qui vont être encore plus bas que ce que pratique le marché. Et du coup, bah, peut-être certes qu'on va avoir des travaux et une enveloppe travaux qui va être importante, mais la plus-value, en tout cas, va être aussi importante puisqu'on va avoir des prix d'acquisition qui vont être bien plus bas que le marché. Et dans ce cas-là, bah, rien que le prix d'acquisition plus l'enveloppe travaux,
on va ramener en tout cas ce bien au prix du marché actuel. Donc si on imagine en plus une revente dans les 10 prochaines années par exemple, et qu'on sait qu'à peu près on a une valorisation à 1% en fonction des quartiers et des villes sur un an, on sait que le bien forcément va encore prendre de la valeur. Et dans ce cas-là, on aura systématiquement une plus-value lorsqu'on se fera. Bon, on peut dire que clairement, l'immobilier ancien, c'est un peu notre terrain de jeu favori. Mais je voulais aussi avoir ton avis sur un peu les avantages des dispositifs, enfin, on va dire plutôt des régimes fiscaux mis en place dans l'immobilier ancien. Et justement, si tu peux faire le parallèle avec les dispositifs, là, pour le coup, mis en place sur l'immobilier neuf. Alors effectivement, il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en place. Alors on est en plein bouleversement actuellement, à savoir que le LMNP est en plein changement. À le moment où on tourne, on est allez, fin septembre 2024. On a déjà eu des préconisations, au-delà des préconisations, des propositions qui ont été effectuées, qui sont encore en discussion côté gouvernement. Donc il va y avoir des gros bouleversements. Donc ce que je vais dire va probablement changer dans très peu de temps, quelques semaines, quelques mois. Donc à mon avis pour 2025, il faudra bien prendre en compte ces nouveaux changements sur la façon d'investir. En sachant que le Pinel, à savoir le dispositif fiscal qui est le plus mis en avant lors de la vente de biens neufs, se termine fin 2024. On est en septembre aujourd'hui. Donc si on veut en bénéficier, il faut acheter allez, dans les 10 prochains jours. Sinon, c'est terminé. Et encore, avec les 3 mois d'acquisition, on va être tout juste. Donc ce dispositif permet d'avoir un crédit d'impôt qui est resté assez global, permet d'avoir un crédit d'impôt, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que finalement ce crédit d'impôt va compenser le prix d'achat du bien qui sera bien plus élevé au départ? Je pense que ça, c'est vraiment un critère à prendre en compte. Est-ce que finalement, ce crédit d'impôt, enfin en tout cas, cette réduction des impôts est assez impactante et assez significative pour avoir un vrai impact sur l'imposition des personnes qui investissent. Ils payent moins d'impôts, hein. Mais Alors oui, ils payent moins d'impôts, mais je veux dire que si on paye moins d'impôts, mais par contre, on a derrière euh, 500 euros d'efforts d'épargne à faire tous les mois, parce que finalement, il va y avoir quand même un écart entre les loyers perçus et les différentes charges récurrentes, parce qu'on va être aussi sur des charges de copropriété, des taxes foncières, enfin, potentiellement des charges annexes avec la comptabilité, etc., en fonction de ce qu'on choisit. Mais est-ce que vraiment cet effort d'épargne va pas être plus important quand on fait le calcul sur l'année que l'effort, enfin le gain, en tout cas d'impôt, sur la même année en fait. Je ne sais pas si pour tout le monde, en tout cas, cette balance faite entre l'effort d'épargne annuel et la réduction des impôts annuels, je ne sais pas de quel côté elle penche en fait cette balance. ouais, c'est sûr, en sachant qu'en plus, lorsqu'on bénéficie du dispositif Pinel, le bien qu'on met en location, on ne va pas le louer à n'importe qui. C'est-à-dire que les locataires, ils doivent rentrer dans des fourchettes de loyer qui sont assez contraignantes pour la rentabilité du bien, hein. On ne peut pas louer un bien euh, neuf aussi cher qu'on pourrait louer un bien ancien rénové. Si on parle de régimes fiscaux dans l'ancien, si on s'attarde plus sur la partie LMNP, hein, donc pour les personnes qui achètent en nom propre, on va effectivement bénéficier d'amortissements, notamment l'amortissement du bien, l'amortissement des travaux, l'amortissement des meubles, l'amortissement de toutes les charges. Quand j'entends charge, c'est l'électricité, Internet, admettons si on le paye, la conciergerie si le bien est en location courte durée, etc. En sachant en plus que les loyers peuvent être du coup bien supérieurs à des loyers qui sont en Pinel, vu que les emplacements en plus sont plus attrayants généralement, on arrive à des rentabilités qui sont effectivement plus intéressantes. Par contre, ça demande à l'investisseur
un petit peu plus d'efforts, un petit peu plus de travail parce qu'il doit rénover son bien, il n'achète pas sur plan à l'autre bout de la France. Dans ce cas-là, du coup, si, pour que tout le monde comprenne bien, dans ce cas-là, on n'a pas forcément de réduction, en tout cas d'impôts, avec notamment le régime LMNP, mais par contre, on va avoir des revenus supplémentaires qu'on va générer grâce à ces différents loyers qu'on va percevoir, et ne pas forcément payer d'impôts sur ces revenus-là en supplément sur plusieurs années, parce que on aura des abattements Amortissement. générés, Ouais. des amortissements générés justement grâce à ces différentes charges. Et dans ce cas-là, en fait, ça va venir, ces amortissements vont venir lisser en fait l'imposition qu'il y aurait pu avoir par ces revenus supplémentaires. Ouais, effectivement, donc à terme, il y a effectivement un enrichissement par rapport à certains biens qu'on peut acheter en dispositif. Est-ce que du coup, aujourd'hui, dans ce contexte, est-ce qu'il y a un avantage tout de même à aller à investir dans l'immobilier ancien, sachant qu'on sait les taux de crédit sont assez importants et du coup, il est peut-être plus difficile aussi d'aller chercher des rendements et du cash flow aussi sur certains projets. Est-ce que du coup, il y a un réel avantage aussi à se tourner dans l'ancien pour toi? Bah, du coup, pour moi, vu tout ce qu'on a évoqué précédemment, mon choix s'est tourné vers l'ancien. Notre choix, finalement, s'est tourné vers l'ancien. Et on n'a pas de raison d'aller acheter dans le neuf, hein. Toutes les raisons que tu as évoquées, l'emplacement, le régime fiscal, etc., les loyers qui doivent être plafonnés, la perte de valeur du bien dans le temps. Voilà, pour nous, on a fait notre choix de s'orienter vers l'ancien et sans regret. Par contre, je pense qu'il faut bien réfléchir et bien regarder à l'instant T où on effectue nos stratégies sur ce que va donner effectivement les futures évolutions, les changements des régimes fiscaux pour ne pas se tromper. Et je pense qu'aussi, il faut peut-être distinguer, sauf à déléguer son projet d'investissement, mais il faut peut-être distinguer aussi bah, l'effort nécessaire d'investir dans l'immobilier ancien, sachant que bah, forcément, c'est sûr que si on veut ne rien faire, avoir très peu de gestion finalement dans son projet, bah, il faut peut-être mieux en effet se diriger vers l'immobilier neuf qui nécessite du coup pas grand-chose à part aller aux différentes signatures chez le notaire, alors que finalement, c'est vrai que l'immobilier ancien bah, va nécessiter peut-être déjà bah, des visites sur le terrain, des revisites avec les artisans pour aller chiffrer les travaux, puis après bah, passer sur peut-être aussi le réagencement, prévoir les différents plans avec les différents bah, artisans, maîtres d'œuvre, etc., si nécessaire. Et puis bah, après, faire toute cette gestion sur le terrain pour voir que l'artisan bah, fait bien son travail, que tout se déroule bien aussi sur le chantier. Réceptionner aussi le chantier, donc c'est vrai que ça nécessite une certaine présence et un certain nombre de déplacements qu'on peut bah, s'éviter sur l'immobilier neuf aussi. Ouais, c'est sûr que l'investissement personnel est bien plus important parce qu'on investit dans l'ancien. À part si on a les- Bon, après, je pense que pour nous, euh, cet effort est largement compensé par tous les différents avantages qu'on a énumérés, un emplacement premium, de la demande locative, des loyers qui vont être plus élevés, cette potentielle plus-value à la revente, etc. À notre sens, en tout cas, il y a clairement plus d'avantages. Les avantages sont clairement plus nombreux sur l'investissement immobilier ancien que sur l'immobilier neuf aussi. Peut-être que aussi le Pinel a été une solution facilement apportée, en tout cas par les conseillers en gestion de patrimoine, parce que ben, déjà c'est une des rares solutions
qu'ils ont à proposer, en tout cas en termes d'immobilier. Mmh. Après, on va forcément être sur de la SCPI ou du LMNP9, mais c'est un peu quand même recommandé. Je pense surtout qu'aussi il y avait une question peut-être aussi d'intérêt personnel à ce que les conseillers en gestion de patrimoine recommandent ce type de placement. Peut-être mettre en avant le fait que les commissions aussi de ces conseillers en gestion de patrimoine sur ce type de placement étaient largement supérieures d'autres commissions perçues sur des placements type placement financier, assurance vie, etc. Euh, pour avoir échangé avec quand même pas mal de professionnels de ce milieu, je pense et on pense plus largement que en tout cas le dispositif Pinel ne correspondait pas à tout le monde. Il ne correspond toujours pas à tout le monde. Je pense que c'est quand même une petite niche en France qui peuvent vraiment bénéficier des vrais avantages fiscaux de ce genre de dispositif comme le Pinel. Et, euh, et c'est souvent des personnes qui ont quand même, à notre sens, un patrimoine peut-être plus développé, qui ont vraiment ce besoin de diversifier leur patrimoine, que ce soit dans l'immobilier, dans le placement financier, que ce soit dans les assurances, etc. Et, euh, et nous, on trouve un peu dommage, par exemple, que ce soit un investissement qui soit proposé peut-être en premier choix ou en second investissement, parce qu'avec des prix d'acquisition aussi élevés, forcément, on va avoir un budget d'acquisition qui va être important. Et, euh, et dans ce cas-là, on va avoir, en tout cas encore plus aujourd'hui, des taux d'endettement qui vont être assez vite atteints. Et dans ce cas-là, les investisseurs vont être complètement bloqués en achetant ce premier bien. Ils vont pas pouvoir réinvestir, en tout cas dans d'autres biens immobiliers, puisque finalement, ils vont avoir mangé toute leur marge dès le premier investissement, avoir un rendement pas très intéressant et au-delà de ça, avoir un effort d'épargne annuel assez conséquent. Ségolène, je me souviens qu'il nous est arrivé une histoire intéressante avec du coup des clients qu'on allait accompagner, euh, sur lesquels ils souhaitaient investir, notamment dans une colocation pour des étudiants. Euh, Ils sont allés voir leur conseiller bancaire pour se renseigner sur ce qu'ils pouvaient emprunter, qui est le premier conseil qu'on leur donne. Est-ce que tu peux raconter un petit peu ce qui s'est passé? Oui, alors maintenant que les banques ont aussi quasiment toutes des filiales euh, dans la promotion immobilière, des filiales qui construisent et qui proposent des placements d'un immobilier neuf, on a parfois, notamment là, vu le cas de conseillers bancaires qui finalement essayent de renvoyer nos clients vers des conseillers en gestion de patrimoine, on va le dire entre grands guillemets, internes à la banque, et qui, comme par hasard, proposent des placements d'investissement dans l'immobilier neuf, alors même que, par exemple, le client est en recherche de rendement, souhaite atteindre minimum l'autofinancement, voire attend de ce placement immobilier un cash flow potentiel mensuel. Euh, Finalement, tout ça est mis de côté par ce conseiller en gestion de patrimoine de cette banque, euh, en leur proposant finalement un investissement immobilier dans le neuf, en leur promettant pas forcément voilà, là, tous les avantages du Pinel, pas de travaux, pas de gestion, tout est super. Et finalement, quand ils ont commencé à poser des questions pour savoir combien allait potentiellement générer de revenus ce placement, finalement, ils se sont aperçus que l'écart était quand même assez important entre le coût et le budget mis dans cet investissement et les loyers. Finalement, on leur proposait du coup un placement qui ne correspondait pas du tout à leurs objectifs, en tout cas principaux. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est effectivement le charme de l'ancien qu'on ne retrouvera jamais dans
des bâtiments neufs, aseptisés, tout blanc, quoi. On retrouvera pas des belles poutres comme on peut avoir dans des immeubles de centre-ville qui sont des années 1800. Des belles cheminées. Je pense qu'en effet, quand on a quand même envie d'investir dans l'immobilier, à part, je pense peut-être ceux qui voilà, ne souhaitent aucune gestion, qui font vraiment un simple placement, dans un but peut-être de vraiment de diversifier là leur patrimoine. Je pense qu'on est quand même tous bah, admirateurs finalement des architectures, de ce qui s'est fait aussi dans certaines époques. Quand on retrouve dans des villes des bâtiments avec tout ce charme de l'haussmannien, tous ces bâtiments quand même avec ces poutres à la française, ces vieux parquets. C'est aussi, je pense, quelque chose qui va être recherché par ces investisseurs. Ça va être vraiment de conserver et de mettre en lumière ce qui a pu être fait par nos ancêtres. Et je pense aussi que un peu la face cachée aussi de l'investissement neuf, c'est tous ces retards dans les livraisons des appartements, les problématiques que peuvent rencontrer aussi les personnes après l'acquisition, c'est-à-dire euh, bah, euh, liées à liées à tous les travaux qui ont pu être effectués. Euh, on a des personnes qui nous racontent qu'ils ont des problématiques avec l'isolation phonique. On a des problèmes liés, par exemple, à des sanitaires qui ne fonctionnent pas. On a des problématiques liées avec potentiellement la peinture, etc. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, on va avoir des promoteurs qui vont aussi chercher de la rentabilité sur ces projets et peut-être tirer les prix vers le bas avec en plus cette augmentation du coût des matériaux. Aujourd'hui, on va peut-être avoir des promoteurs qui vont mettre moins de qualité dans les matériaux utilisés pour leur nouvelle construction. Et dans ce cas-là, ça va engendrer aussi potentiellement des problématiques après l'acquisition et la réception de chantier. Ouais, parce que du coup, c'est pas toi qui choisis quel sol, quel type de carrelage tu vas avoir dans l'appartement. Ah si, sur certains, on peut quand même aller dans les bureaux de vente, choisir potentiellement à quoi va ressembler l'appartement, la couleur des façades de la cuisine, les différents carrelages peut-être mis en place dans l'appartement. Mais le choix va être plutôt restreint, notamment aussi parce que il faut maîtriser le coût de cette acquisition et de ce projet. Et plus on va aller chercher des matériaux plus nobles, forcément, plus notre budget global va être important. Donc certes, on peut avoir des problématiques liées aux travaux dans l'immobilier ancien, mais acheter dans le neuf ne veut pas dire s'exonérer aussi de tout problème. Faut également ajouter que tu peux pas revendre ton appartement lorsque tu l'achètes et tu le loues avec le dispositif Pinel. Donc tu peux pas revendre ton appartement avant au minimum 6 ans. Après, on a aussi euh, ce type de contraintes avec notamment le déficit foncier. Nous, on ne peut pas bénéficier du déficit foncier et le revendre. Dans les 3 ans, c'est ça. Je pense que c'est d'ailleurs pour tous ces avantages qu'on a pu énumérer que nous, à titre personnel, on investit en tout cas dans l'immobilier ancien et on y a même consacré notre activité professionnelle puisque tous nos services d'accompagnement clé en main est fait dans l'immobilier ancien. On espère que cet épisode, en tout cas, aura pu vous donner peut-être plus de clés, en tout cas pour faire votre choix entre le neuf et l'ancien. Je pense avant tout qu'il est nécessaire de faire un point sur la stratégie et sur les objectifs qu'on souhaite atteindre en investissement dans l'immobilier. Et je pense que ces objectifs-là et cette stratégie-là, forcément diriger votre investissement soit vers de l'immobilier neuf, soit vers de l'immobilier ancien. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Sous Compromis. On vous laisse justement nous poser toutes vos questions ou nous faire part de toutes vos remarques
que ce soit sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc., sous le nom Patrimony Conseil. Et puis, n'hésitez pas à nous laisser en tout cas un avis ou nous mettre 5 étoiles sur Spotify ou sous les différentes plateformes d'écoute. Ça nous fera en tout cas plaisir d'avoir vos retours et de savoir que les épisodes vous conviennent. Et ça nous encouragera à continuer en tout cas d'enregistrer et à vous les poster par la suite. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode, sous compromis.